Alors, bonjour à tous, à ceux qui sont restés du coup pour ce panel. On a l'impression d'un coup que l'amphi c'est un peu vidé parce que voilà, vous êtes partagés. Donc, donc, nous avons donc un panel qui sera sectoriel, donc qui sera consacré à la diversité des logiques d'incorporation. Dans des contextes qui sont des contextes plutôt de normes techniques enfin voilà, plus sectoriels et non pas, comme on a pu voir dans d'autres panels jusqu'à présent, dans des organisations à vocation plus large ou voilà, sur des aspects plus spécifiques. Et donc, je vais donner la parole d'abord à Antoine Pétel, donc, qui est docteur de l'Université de Lyon, Lyon 3, et qui va nous parler de l'Union européenne et la diplomatie de la norme, et qui fait finalement l'intervention fait finalement assez bien le lien avec des choses qui ont déjà été dites ce matin, puisqu'on on va reparler de l'Organisation internationale pour la standardisation. Et donc, du coup, on vous écoute. Allez-y, prenez le micro, comme ça va aller, si ça vous va. C'est pas besoin de me parler, il est assez fort. On m'entend bien? Ok. Merci, professeur. Bonjour à tous. Je souhaite à mon tour remercier évidemment l'équipe scientifique et administrative pour l'organisation de ces 2 jours de colloque. Je souhaite aussi évidemment remercier une personne qui m'a aidé à préparer ma contribution, qui s'appelle Madame Viviane Apid, qui est haute fonctionnaire du ministère de la Transition écologique et qui est en charge notamment qui est chargée de tous les aspects de normalisation. Alors, l'objet de mon intervention, ça va être de vous présenter pourquoi l'Union européenne intervient au sein de l'ISO, alors pas directement, mais de manière un petit peu indirecte, et quels sont les leviers qu'elle mobilise pour participer au sein de l'Organisation internationale de normalisation, donc l'ISO. Avant de parler des 2 temps un petit peu de mon intervention, je vais apporter quelques éléments d'introduction qui sont donc 3 éléments. Premièrement, c'est qu'est-ce qu'on appelle un petit peu la normalisation. Donc, c'est une activité d'intérêt général qui vise à concevoir des documents de référence de manière consensuelle entre l'ensemble des parties prenantes, donc des entreprises, des administrations, des individus, et qui a pour objectif en fait d'élaborer des règles, des méthodologies sur des services, des produits. Donc, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'il y a quand je vais utiliser le terme de norme, je ne vais pas l'utiliser dans le sens général qu'on a pu l'utiliser depuis hier, donc une règle contraignante, que ce soit une loi ou un règlement. Moi, je vais l'utiliser dans le sens réduit, au sens de la normalisation, donc la production de l'activité de normalisation. Donc, c'est-à-dire une règle qui n'est pas d'application contraignante, enfin qui n'est pas contraignante, mais qui est d'application volontaire en dehors du cas où elle est reprise par une législation et son caractère contraignant est alors prévu. Deuxième point que je souhaitais aborder, c'était la structure institutionnelle de la normalisation, où il faut bien comprendre qu'il y a 3 étages à distinguer. Premier étage, c'est l'échelon national, où chaque État va avoir un organisme de normalisation. Et en France, il s'agit de l'AFNOR, donc l'Association française de normalisation. Au niveau européen, nous avons 3 organismes privés à but non lucratif. Nous avons le CEN, le CNELEC et l'ETSI qui interviennent chacun dans des domaines particuliers. Troisième échelon et dernier, c'est l'échelon international où nous avons en particulier l'ISO qui a une activité de normalisation, mais elle n'est pas la seule. Il y a par exemple l'Union internationale des télécommunications qui a aussi une activité de normalisation. Néanmoins, l'ISO est quand même l'organisation internationale principale dans la matière. Troisième point, avant de commencer vraiment le cœur de mon intervention, c'est les interactions entre l'Union européenne et la normalisation internationale avec 3 angles de vue. Premièrement, c'est d'un point de vue économique. L'Union européenne est un acteur incontournable de la normalisation internationale parce que c'est le premier marché commercial au monde. Et donc, évidemment, les États tiers ont tout intérêt à vouloir entrer dans le marché européen et l'Union européenne a aussi intérêt à vouloir entrer dans les marchés
mondiaux. Et donc, la normalisation, en fait, l'Union européenne est un acteur incontournable à ce titre. D'un point de vue juridique, on a une interaction qui est encadrée entre l'ISO et les organismes européens de normalisation par l'accord de Vienne signé en 1991, qui prévoit tout un ensemble de dispositions pour pour encadrer vraiment ces relations et essayer de vraiment fluidifier pour rendre l'activité de normalisation la plus efficace possible. Et là, on a deux situations principales qui peuvent se présenter. Et d'ailleurs, je précise que mon intervention va être assez en lien avec l'intervention du professeur Marion Redac de ce matin. Donc là, on a deux grandes situations. Soit l'Union européenne, enfin les organismes européens vont reprendre la norme internationale pour l'intégrer et l'appliquer aux acteurs européens. Soit, au contraire, elle va souhaiter s'en écarter de la norme internationale, pardon, pour des raisons spécifiques, parce elle prévoit une spécification particulière. Dernier point dans l'interaction Union européenne et normalisation internationale, c'est l'aspect politique. Avant 2022, la normalisation internationale était vraiment perçue, même la normalisation tout court, était perçue comme un domaine extrêmement technique dans lequel le rôle moteur de l'Union européenne n'était absolument pas remis en cause. Cependant, beaucoup d'États tiers ont fait de la normalisation internationale un enjeu de puissance et ils ont essayé en fait de vraiment influencer cette activité pour octroyer à leurs entreprises des avantages concurrentiels pour intégrer et dominer les marchés mondiaux. En 2022, une stratégie européenne de la normalisation, notamment qui a été adoptée par la Commission européenne sous l'impulsion de l'ancien commissaire européen français Thierry Breton, a acté ce changement de contexte au niveau politique et a essayé de renforcer vraiment et de réorganiser un petit peu la position européenne en matière de normalisation. Il y a deux objectifs principaux qui sont visés. Premièrement, c'est de faire en sorte que la normalisation internationale contribue à la satisfaction des besoins européens, notamment pour la transition environnementale et numérique. Deuxième objectif principal, c'est le besoin de renforcer et de conserver la place de l'Union européenne dans la normalisation internationale pour lui permettre de continuer à peser et de pouvoir influencer vraiment cette activité. Donc, c'est dans ce contexte que je vais rentrer vraiment dans le cœur de mon intervention et je vais aborder deux angles. Premièrement, quels sont les objectifs que l'Union européenne poursuit à travers l'ISO? Là, je vais être assez court parce que je pense qu'on est tous à peu près convaincus de l'intérêt de l'Union européenne là-dessus. Et je vais essayer de garder un peu plus de temps pour le deuxième temps de mon intervention, qui est consacré aux moyens que l'Union européenne met en œuvre pour influer sur l'activité de l'ISO. Alors, premier point, les objectifs que l'Union européenne poursuit. Pourquoi l'Union européenne a intérêt à influencer, déterminer le travail de l'Organisation internationale de normalisation? Alors, j'ai distingué deux types d'objectifs, des objectifs strictement européens et des objectifs mondiaux. Les objectifs européens, c'est les intérêts propres à l'Union européenne pour lesquels elle souhaite en fait influer et participer au travail de l'ISO. Les objectifs mondiaux correspondent plus à des problématiques dont l'Union européenne est partie et qu'elle souhaite dépasser, mais pour lesquelles elle doit forcément coopérer avec les États tiers. Alors, au niveau des objectifs européens, on a deux axes qu'on peut développer. C'est premièrement, la normalisation internationale est une condition, est un facteur du processus d'intégration européenne. Pourquoi? Évidemment, l'exemple symbolique, c'est le développement et l'achèvement du marché intérieur. La normalisation internationale a joué un rôle extrêmement important pour fluidifier les échanges de marchandises et aussi de services entre les différents États membres. Si par exemple une entreprise allemande souhaite exporter une machine à laver aux Pays-Bas, en Italie, on va devoir prévoir tout un tas d'exigences que la normalisation internationale va pouvoir prévoir. Et ça, c'est extrêmement important, notamment depuis la nouvelle approche décidée par la Commission européenne en 1985, qui confie à la normalisation notamment internationale, le rôle de soutenir la législation européenne. Donc, avant 1985, on avait une législation européenne qui était extrêmement dense, qui visait à prévoir tout un tas de détails opérationnels. Maintenant, depuis 1985, on s'appuie beaucoup plus, le législateur s'appuie beaucoup plus sur la normalisation pour prévoir en fait vraiment les conditions opérationnelles
de la libre circulation des marchandises et des services. C'est aussi un enjeu entre les États membres, entre le marché intérieur et les États tiers, puisque évidemment, le marché intérieur, pour renforcer son attractivité, doit pouvoir exporter et doit pouvoir obtenir des technologies que les entreprises européennes ne développent pas. Donc la normalisation internationale est aussi un facteur de développement du marché intérieur avec les échanges, en promouvant les échanges avec les États tiers. Par la suite, on a eu aussi une activité de normalisation qui a été extrêmement importante dans les autres politiques européennes, que ce soit en matière de transport, de technologie de l'information et de la communication, en matière aussi de protection des consommateurs. Le deuxième axe dans les objectifs européens, c'est que la normalisation internationale est un facteur de l'extension européenne, et ça, on peut le voir à 3 niveaux. Premièrement, la normalisation internationale permet d'abaisser les obstacles techniques au libre-échange et donc favorise tout simplement le commerce international, ce qui permet évidemment de promouvoir la paix, qui est un objectif de l'Union européenne, c'est l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Ça permet aussi l'enrichissement des peuples européens, également un objectif de l'Union européenne, article 3 TUE de même. Donc vraiment, la normalisation internationale, l'Union européenne a tout intérêt en fait à favoriser cette activité de normalisation. Deuxième enjeu, c'est aussi la diffusion des règles européennes au sein de la normalisation internationale. Je prends l'exemple de la protection des données à caractère personnel, où l'Union européenne a fixé un standard juridique extrêmement élevé qu'elle souhaite exporter dans les autres, dans les États tiers. Et donc, c'est aussi par la normalisation internationale, à travers sa participation à définir des normes internationales qui correspondent à son standard juridique en matière de données caractère personnel, qu'elle va pouvoir exporter ces règles et aussi conférer du même coup un avantage à ces entreprises qui maîtrisent déjà ses propres règles et donc elles auront plus de facilité pour entrer sur les marchés mondiaux. Troisième élément, et ça va rejoindre le règlement sur l'IA qui a été évoqué ce matin, c'est que l'Union européenne utilise la normalisation internationale pour diffuser des valeurs et le règlement sur l'IA est extrêmement intéressant là-dessus parce que l'Union européenne a une position très affirmée en matière de régulation de l'IA et c'est aussi par la normalisation internationale que ces enjeux vont pouvoir être définis dans l'ensemble des États au niveau mondial. Je n'en dis pas plus ici, parce que ça permet de gagner un peu de temps et ça a été évoqué ce matin. Je passe maintenant directement aux objectifs mondiaux que l'Union européenne poursuit à travers la normalisation internationale. Et donc là, en fait, en effet, l'Union européenne doit faire face à des problématiques dont l'échelle, en fait, est mondiale ou la nature est mondiale. Je prends 2 exemples. Pour les problématiques dont l'échelle est mondiale, je pense évidemment au changement climatique. L'Union européenne poursuit l'objectif de lutter contre le changement climatique, mais seule, elle ne peut pas grand-chose. Donc, elle est obligée de s'entendre avec les États tiers pour définir des règles environnementales les plus ambitieuses possibles. Donc, c'est par la normalisation que ces enjeux vont aussi se traduire. Je prends l'exemple de l'écolabel qui est prévu par un règlement de 2010 et qui vise en fait à donner aux consommateurs des repères sur les biens ou les services qui sont respectueux de l'environnement dans le quotidien. L'écolabel donc européen est fixé par une norme internationale qui va définir qu'est-ce qu'on appelle un produit respectueux ou non de l'environnement à travers des exigences particulières. Autre exemple, autre problématique de nature mondiale, c'est par exemple les enjeux numériques. Évidemment, le numérique ne connaît pas de frontières parce que sa nature immatérielle lui permet de passer de Chine en Europe en passant par les États-Unis en quelques secondes, voire minutes. Donc, les enjeux numériques, en fait, doivent se traiter au niveau mondial et l'Union européenne a tout intérêt, en fait, à passer par la normalisation internationale parce qu'elle va pouvoir exporter ses actifs numériques et également bénéficier de technologies numériques développées en dehors de son territoire. Donc, là, je prends l'exemple des protocoles Internet, où les normes ISO ont un rôle extrêmement important qui permettent en fait d'assurer l'interopérabilité entre les équipements, les logiciels, les équipes de développement. Et donc, c'est par les protocoles Internet que la structure Internet en fait est viable ou non. Et donc, c'est au final par la normalisation que ces enjeux sont réglés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en termes de conclusion intermédiaire, c'est tout simplement que l'Union européenne a tout intérêt
à s'investir dans la normalisation internationale parce qu'elle en tire différents profits et donc elle est évidemment au service du multilatéralisme et elle en profite évidemment. Je passe maintenant au second temps de la présentation qui concerne les moyens de la contribution de l'Union européenne à l'ISO. Et donc là, je vais déjà rappeler deux constats. Premièrement, c'est que l'Union européenne n'a pas de compétences explicites en matière de normalisation. Les traités sont silencieux là-dessus. La compétence en matière de normalisation n'est pas explicitement affirmée pour l'Union européenne. On va donc retrouver cet enjeu qui va être traité de manière transversale dans l'ensemble des politiques européennes, que ce soit pour le marché intérieur, les transports. Vous avez des réglementations qui prévoient chacun, pour leur secteur, les enjeux de normalisation. Deuxième constat qu'on doit rappeler, c'est que le fonctionnement de l'ISO fonctionne sur un principe de la représentation nationale, c'est-à-dire que l'Union européenne n'est pas membre de l'ISO, elle n'intervient pas directement dans la prise de décision. Et donc là, en travaillant sur le sujet, j'ai abouti à un paradoxe assez intéressant, c'est que l'Union européenne va pouvoir jouer à deux niveaux. Premièrement, c'est sur ce que j'appelle les moyens internes, c'est-à-dire ses relations auprès des États membres pour influencer, orienter le travail de l'ISO. Mais aussi, elle va pouvoir jouer dans ses relations avec les États tiers, ce que j'appelle des moyens externes, dans lesquels en fait, elle va pouvoir essayer de coaliser des États tiers qui partagent un ensemble de valeurs et qui vont pouvoir renforcer ses positions, enfin, en tout cas son orientation dans le travail de l'ISO. Alors, premier point, c'est sur les moyens internes de l'Union européenne. Et là, l'Union européenne est sur une ligne de crête dans ses relations avec les États membres. Pourquoi? Parce que il y a un enjeu extrêmement intéressant pour l'Union européenne. Actuellement, l'Union européenne, c'est 27 voix au sein de l'ISO. Tout son intérêt à l'Union européenne, c'est de ne pas apparaître comme un bloc uni, parce qu'on pourrait tendre vers... on pourrait lui inciter en fait à ce que l'Union européenne apparaisse comme un bloc uni et donc n'ait qu'une voix au sein de l'ISO. Et donc, elle perdrait énormément d'influence au sein de l'ISO. Donc, tout son intérêt à l'Union européenne, c'est de ne pas apparaître comme un bloc uni pour conserver ses 27 voix et continuer à préserver en fait son influence dans le fonctionnement de l'ISO. Ce constat, en fait, donc l'Union européenne, voilà, c'est sur une ligne de crête. À la fois, il faut essayer de maximiser son influence en coordonnant les États membres, mais à la fois, il ne faut pas apparaître comme un bloc uni. Ce travail, il est fragilisé par un investissement décroissant des États membres au sein de l'ISO, parce qu'évidemment, participer à l'Organisation internationale de la normalisation, ça veut dire envoyer des experts, déjà avoir des experts sur les questions, sur les sujets abordés, avoir un financement, donc permettre à ces experts de prendre du temps dans lequel ils ne font pas autre chose pour travailler à la fabrication de la norme internationale. Et c'est aussi tout simplement avoir un investissement, suivre les dossiers. Et donc, les États membres de l'Union européenne ont tendance un petit peu à réduire leur investissement au sein de l'ISO, ce qui laisse la place à d'autres États tiers, enfin, d'autres États au sein membres de l'ISO, qui, eux, à l'inverse, vont surinvestir et donc essayer d'obtenir de plus en plus d'influence. Donc, on a par exemple le comité technique au sein de l'Organisation internationale de normalisation, une place croissante par exemple de l'Inde, de la Chine, sur des enjeux très importants, et ce qui leur permet en fait de faire valoir les technologies qui ne sont pas forcément qui ne correspondent pas forcément aux valeurs de l'Union européenne. Donc, pour répondre un petit peu à cette problématique, dans les moyens internes de l'Union européenne, c'est ce qui est prévu par la stratégie 2022 que j'ai citée précédemment. L'Union européenne va chercher à mieux coordonner la position des États membres, tout en essayant de ne pas franchir la ligne rouge donc, de l'unité des 27 voix, des 27 États membres. Et donc, elle va créer des forums de coordination, un groupe d'experts de haut niveau en matière de normalisation, pour vraiment essayer, dans une logique de coordination, de renforcer vraiment la position des États membres pour vraiment prioriser sur des sujets stratégiques pour l'Union européenne. Et je pense que le règlement sur l'IA sera un des objectifs ici. Je passe maintenant aux moyens externes de l'Union européenne, c'est-à-dire dans son rôle dans sa relation avec les États tiers. Et donc là, à l'inverse,
alors que dans les moyens internes, donc dans ses relations avec les États membres, elle met en œuvre des moyens limités. À l'inverse, vis-à-vis des États tiers, elle essaye de maximiser son action auprès des États tiers. Donc ça, elle le fait sur une compétence qui lui est exclusive, c'est-à-dire la négociation des accords commerciaux, pour lequel elle va essayer de peser de tout son poids pour essayer de rallier dans des échanges bilatéraux la position d'États tiers qui partagent ses valeurs et ses orientations de manière générale. Et donc là, elle va activer 3 leviers. Premier levier, ça va être donc de la prise en compte des enjeux de normalisation dans les accords commerciaux. Il va y avoir des chapitres consacrés à la normalisation dans lesquels elle va s'accorder avec différents États tiers pour essayer vraiment de trouver des positions communes et renforcer la position de ces États membres au sein de l'ISO. Deuxième levier qu'elle peut activer, c'est la création de forums d'échanges bilatéraux. Je prends l'exemple du Conseil de commerce et des technologies qui a été ouvert avec les États-Unis et plus récemment aussi avec l'Inde, dans lequel il y a des groupes de travail dédiés aux normes technologiques, dans lesquels voilà, elle essaie de s'accorder vraiment sur cet enjeu de normalisation. On a aussi des échanges multilatéraux avec un groupe de travail au sein du G7. Troisième et dernier levier que l'Union européenne active pour essayer de coaliser les États tiers, c'est le levier financier avec des programmes de financement, notamment avec le programme Horizon Europe, dans lequel, dans les États voisins, elle va financer des travaux de normalisation en essayant voilà, de réutiliser des normes qu'elle a déjà validées et pour les faire vraiment appliquer plus largement au sein des États périphériques. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que déjà tout d'abord, premier point, c'est que l'Union européenne est au service du multilatéralisme, pas pour des raisons d'intérêt général, mais parce qu'elle y trouve son intérêt. Et deuxième point, second point, c'est que l'Union européenne en fait essaie de tirer le plus profit possible de sa nature spécifique. À la fois, ce n'est pas un État, mais en même temps, elle a la capacité en fait de mobiliser des États au sein du fonctionnement de l'ISO pour vraiment peser de tout son poids sur le multilatéralisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine, pour cette très riche intervention sur un sujet sur lequel on n'a pas souvent l'occasion d'entendre des contributions. Donc, c'était très intéressant. Il y aura sans doute des questions qui émergeront, notamment, qui arriveront pendant la discussion, notamment voilà, sur la question de l'intérêt pour l'Union européenne de ne pas apparaître comme un bloc uni. C'est quelque chose qui est un peu disruptif par rapport à ce qu'on peut entendre de manière générale. Donc, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir sur cet aspect des choses. On va enchaîner directement avec l'intervention d'Olivier Bichet, donc, qui est doctorant à l'Université Laval au Québec et à l'Université de Bordeaux, et qui nous parlera de l'intégration du droit de l'OMC dans les accords de libre-échange de l'Union européenne, l'Union en quête d'une fonction palliative. Oui. Parfait. Alors, on vous écoute pour 20 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à la professeure Rapoport pour avoir accepté ma proposition de contribution, pour sa confiance. Et merci à Madame Sandra Blandin, à toute l'équipe de l'IOD pour leur accueil vraiment parfait dans le cadre d'un colloque vraiment très intéressant, de grande actualité. La présentation que je vais faire aujourd'hui est une présentation très basée sur le droit positif. On va se plonger dans un phénomène qui découle en premier lieu d'un premier constat. Alors je suis désolé, le PowerPoint a un petit peu changé, j'ai eu un petit problème de compatibilité, donc il va être un petit peu bizarre sur les bords, mais les informations essentielles sont là. Donc, le premier constat, c'est que on parle, vous en avez sans doute entendu parler, d'un essoufflement du système commercial multilatéral, engendré notamment par le refus des États-Unis de nommer des arbitres au niveau de l'organe d'appel, et donc un blocage du système de règlement de l'OMC. J'ai mis 2 sources pour approfondir la question, je ne vais pas y revenir, mais je mets cette image de Donald Trump qui a pris une partie du puzzle de l'OMC, et donc on a une OMC qui s'essouffle, qui bloque et qui entre finalement dans une concurrence. Alors on parle de concurrence entre les accords commerciaux régionaux
et le système commercial multilatéral. Et donc là, vous avez sous vos yeux une évidence très claire de cette concurrence-là, avec une augmentation significative des ACR qui approfondissent le droit commercial multilatéral, mais qui, par ce même effet, entrent en concurrence. Le problème, c'est que face à ce constat d'essoufflement du système multilatéral, certains auteurs ont remarqué un paradoxe. Un paradoxe qui est que quand on regarde, on fait une analyse quantitative des accords de libre-échange, eh bien, plus il y a d'accords de libre-échange, plus on reprend le droit de l'OMC. Et ça s'est vu de façon très significative dans les 5 dernières années. Jamais les accords de libre-échange bilatéraux n'ont autant repris le droit de l'OMC. Et quand on parle de reprise de droit de l'OMC, c'est pas simplement l'affirmation du respect global de l'article 24 du GATT, c'est vraiment on intègre, on incorpore l'accord OTC, on incorpore l'article 3 du GATT, on incorpore l'article 11, ainsi que sa jurisprudence. Et donc, finalement, se pose une question, et notamment une question qui est très intéressante dans le cadre de l'action de l'Union européenne en ce qui concerne le multilatéralisme. Là, c'est la partie où les choses ne fonctionnent pas trop bien. Est-ce qu'on a finalement, pour l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne se démarque dans sa pratique, dans la conclusion de ces accords de libre-échange, avec une fonction palliative qui, en fait, chercherait d'une part à assurer finalement le maintien du droit de l'OMC et d'autre part, éventuellement, aller au-delà du palliatif, proposer une évolution du droit de l'OMC pour sortir de cet essoufflement du système commercial multilatéral. Alors, pourquoi palliatif? Je ne suis pas le seul à utiliser cette expression de fonction palliative. Je l'ai trouvée dans des écrits de François Crépeau, de la professeure Bosplatière. Donc, l'idée, c'est vraiment que là, on est sur un maintien du système multilatéral, on atténue les symptômes, mais on n'essaie pas de guérir le système multilatéral. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de démontrer que les accords commerciaux régionaux de l'Union européenne contribuent de façon passive au potentiel d'une fonction palliative dans la mesure où, de façon très indirecte, effectivement, on a cet effet de consolidation, mais cet effet de consolidation, il a en premier lieu, et j'insiste vraiment là-dessus, une dimension négative, c'est-à-dire une obligation de ne pas aller à l'encontre du droit de l'OMC. Ce n'est pas parce que l'Union européenne a nécessairement envie de reprendre le droit de l'OMC, c'est le cas, mais avant tout, c'est une obligation. Et quand on regarde, on a eu la chance d'avoir un certain nombre de directives de négociation déclassifiées ces derniers temps. Là, vous avez l'exemple d'un accord de commerce et de coopération avec la République d'Irak. Très clairement, on a le premier point qui est envoyé en termes de directives de négociation, c'est il faut que l'accord soit conforme aux dispositions applicables du GATT et de l'OMC. Ce qui fait que cette dimension négative, elle repose sur l'effet de l'article 24 du GATT. Je vais passer très rapidement sur ce point, je serai heureux d'entendre des questions s'il y a besoin. Et aussi sur le fait que finalement, quand on fait du libre-échange, on reprend les standards à la fois empiriques du droit de l'OMC, l'idée du commerce libre et ouvert, je cite notamment la thèse d'Anaïs Lagel sur cette question-là, mais également les standards matériels. Todale et Manfred Elsing, dans l'article que je cite ici, expliquent, dans le cadre d'une recherche qui est assez intéressante, puisqu'ils ont essayé de revoir si tous les accords de libre-échange ont fait du copier-coller. Donc, leur méthode de recherche était très intéressante, puisqu'ils ont utilisé des logiciels de plagiat qu'ils utilisaient pour leurs étudiants et ils l'ont appliqué aux accords de libre-échange, pour déterminer si finalement tout le monde faisait plus ou moins la même chose. Et la réponse est plutôt oui, parce que eh bien, c'est très simple et c'est très facile de reprendre du texte qui a déjà fait l'objet d'une interprétation dans le cadre de l'organe d'appel. C'est très simple de prendre un texte qui existe déjà, et puis plus globalement, si on veut faire du libre-échange, on veut faire de la non-discrimination, et donc on repose sur quelque chose qui a déjà été fait sur le GATT, etc. Néanmoins, il y a aussi une dimension positive. Un choix, une volonté de l'Union européenne qui pourrait vouloir reprendre le droit de l'OMC
et ne pas se mettre en concurrence du droit de l'OMC. Évidemment, comme je le disais, la dimension négative, sa source, c'est avoir une prévisibilité, avoir des normes de commerce international qu'on connaît, mais pas nécessairement respecter le droit de l'OMC. L'Union européenne, donc, est-ce qu'elle se démarque sur ce point? Eh bien, premier point, sur la question de la reprise du droit de l'OMC, l'Union européenne utilise le droit de l'OMC avec des pays qui ne font pas encore partie du droit de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Pardon. Là, on reprend le document déclassifié qu'on a vu plus tôt. Très clairement, là, vous avez l'idée selon laquelle l'accord bilatéral, donc avec l'Irak, doit promouvoir les réformes qui doivent mener le pays à l'adhésion à l'OMC. Donc l'Union européenne, elle accompagne les pays vers l'OMC, ce qui est plutôt positif et volontariste. Ensuite, on peut regarder aussi sur les méthodes de prise en compte du droit de l'OMC, sur notamment la différence entre l'incorporation d'un droit, donc c'est-à-dire la reprise intégrale d'un droit, et l'affirmation simple d'un droit, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, soit je l'affirme de façon très globale et très vague, respecter le droit de l'OMC, soit je l'incorpore et donc j'intègre dans mon texte, dans mon corpus normatif, le droit de l'OMC. Eh bien, effectivement, l'Union européenne incorpore le droit de l'OMC, je l'ai déjà évoqué, mais malheureusement, elle n'est pas la seule à le faire. Elle ne se démarque pas sur ce plan. La reprise sur l'incorporation, vous avez généralement une matrice qui repose sur la reprise de l'article 3 du GATT, l'article 11 et les accords OTC. Eh bien, on retrouve ça dans l'accord États-Unis-Canada-Mexique, avec des États-Unis qui, je le rappelle, sont pas très favorables au système multilatéral, et dans le PTPGP, donc le partenariat global transpacifique, qui donc est un accord dans lequel l'Union européenne n'est même pas. Est-ce que par contre, au niveau des rapports d'interprétation et de conflit entre les ACR européens et le droit de l'OMC, on a quelque chose? Parce qu'effectivement, on a un cas historique obsolète, j'insiste là-dessus, de l'ALENA qui prévoyait sa supériorité au droit de l'OMC, à l'époque du GATT. Mais ça a continué, comme vous voyez, la clause est rédigée de façon suffisamment vague pour prendre en compte à la fois le GATT, donc avant 1994, et à la période après 1994. Cette clause a été abandonnée, vous avez donc le successeur de l'ALENA juste en dessous, qui ne parle plus de conflit, mais bon, on avait une clause qui allait très directement à l'encontre finalement du système multilatéral. L'approche européenne est beaucoup plus dans la conciliation. Martin Koscielny, dans son rapport sur la fragmentation du droit international, explique qu'on peut analyser les rapports normatifs de deux façons, avec les relations d'interprétation d'une part et les relations de conflit d'autre part. Et bien justement, sur les relations d'interprétation, l'Union européenne indique à ses arbitres dans les accords de libre-échange dans lesquels il y a un système de règlement des différends, elle indique de façon variable, cette clause, je l'insiste, n'est pas systématique, elle indique la possibilité et parfois même l'obligation d'avoir recours à la jurisprudence de l'organe d'appel de l'OMC. J'ai mis un exemple avec l'accord de libre-échange de Nouvelle-Zélande, avec l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, mais il y a des accords où ce n'est pas mentionné. Par exemple, l'accord de libre-échange avec la communauté. Mais par contre, effectivement, quand on lit un petit peu les accords de libre-échange de l'OMC, de l'Union européenne, pardon, on va quand même avoir sur les relations d'interprétation une telle insistance sur la conformité. On essaie de reprendre des définitions du droit de l'OMC, on essaie de reprendre des pratiques du droit de l'OMC, la rémunération des arbitres dans les systèmes bilatéraux de règlement des différends est basé sur les pratiques de l'OMC. On essaie vraiment de créer en fait un principe d'interprétation conforme au droit de l'OMC pour être sûr qu'on ne va pas à l'encontre du droit de l'OMC. Donc on est beaucoup plus délicat dans cette approche-là. Et puis sur les relations de conflit, une solution peu satisfaisante mais néanmoins intéressante, c'est finalement l'idée qu'on rédige les textes d'une façon où on essaye de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de problèmes de conflit de normes. La façon dont les textes sont rédigés, et en fait tout part un petit peu dans les directives de négociation de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que de base, le socle d'un accord de libre-échange européen doit reposer sur la conformité au droit de l'OMC.
Donc, finalement, pour ce qui est de cette contribution passive, il y a une fonction palliative, il y a un maintien du droit de l'OMC, on essaye de ne pas aller au-delà, mais ce n'est pas tant une volonté, mais plus une nécessité. Une nécessité de prévisibilité, une nécessité une nécessité très pragmatique d'utiliser un droit qui existe déjà et qui fonctionne bon an mal an. Avec une certaine volonté, on essaie d'améliorer un petit peu la relation d'interprétation, mais sur la relation de conflit, on ne dit pas clairement que les accords de libre-échange doivent être conformes au droit de l'OMC. On dit simplement, officiellement, que rien n'empêche les parties d'un accord de libre-échange de respecter, il ne doit pas y avoir de conflit, en fait. Il n'y a pas de relation de hiérarchie clairement identifiable. Ce qui donc confirme ce que disait la Commission européenne, le droit de l'OMC, c'est la base de nos relations commerciales dans le monde. Maintenant, est-ce que l'Union européenne contribue plus activement à la protection du droit de l'OMC? Eh bien, d'une certaine manière, les systèmes de règlement des différends bilatéraux, donc d'État à État, à ne pas confondre avec investisseur-État, dont je ne parle pas dans le cadre de cette présentation, permettent effectivement d'amener du droit de l'OMC. Puisqu'on incorpore le droit de l'OMC, on peut en faire la base des différends qui peuvent émerger des accords bilatéraux. Alors, ce que je ne peux pas mettre dans ma contribution écrite, mais ce que je peux dire à l'oral, c'est que des fonctionnaires européens avec qui j'ai discuté m'expliquent que la priorité en cas s'il faut initier un différend, on va d'abord à l'OMC. On regarde de façon prioritaire l'OMC. On ne va pas utiliser les accords bilatéraux, on ne va le faire que en dernier recours, c'est-à-dire en réalité quand le corpus normatif de l'OMC ne permet pas d'aller jusqu'au bout. Donc comme les accords de libre-échange bilatéraux approfondissent en fait un certain nombre d'engagements, ben, effectivement, si ces engagements ne sont pas dans le droit de l'OMC, c'est difficile d'utiliser le système de règlement des différends de l'OMC pour aller plus loin. Donc, effectivement, là, j'ai 4 affaires. Alors, sur les 10 dernières années, vous avez 5 affaires. Il n'y en a pas beaucoup de différends bilatérales parce que la plupart du temps, on essaye de négocier. Eh bien, effectivement, sur les 5 affaires, on en a 4 qui concernent et qui évoquent le droit de l'OMC. Dans l'accord sur le différend sur le bois avec l'Ukraine, c'est le GATT. Sur 2 différends avec l'Algérie, c'est respectivement l'accord SMC et la GCS. Sur l'Afrique du Sud, c'est l'accord des sauvegardes. Mais qu'est-ce qui se passe si il y a un problème de blocage finalement de l'organe d'appel? Donc, ce que je viens de démontrer finalement, c'est que oui, on peut aller utiliser le droit de l'OMC dans le cadre d'un différend bilatéral. Est-ce qu'on peut maintenant utiliser ça pour remplacer le blocage de l'organe d'appel? La réponse est oui. Alors, là, vous avez une clause ACUM et PTPGP, elles sont écrites de façon quasi identique, où on ne prévoit pas en fait un scénario de blocage, mais dans les clauses types européennes, on prévoit la possibilité, alors bien qu'on interdise, donc c'est une clause classique, delecta una via, c'est-à-dire on doit choisir un forum de règlement des différends, très clairement, les clauses européennes permettent, si jamais un différend ne peut aboutir pour des raisons procédurales ou juridictionnelles au niveau de l'OMC, eh bien il est possible d'utiliser la voie de rechange de l'accord de libre-échange. Donc, finalement, on a une solution qui est intéressante, qui n'est pas utilisée. Donc, ce scénario-là n'est pas utilisé parce que, d'une part, on a le Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement qui, à l'heure actuelle, n'inclut pas certains pays majeurs, mais il a quand même le mérite d'inclure la Chine, qui permet en fait d'être sûr d'éviter le phénomène d'appel dans le vide au niveau de l'OMC. Donc, pour l'instant, cette solution-là, de la part au niveau des accords de libre-échange européens, n'est pas exploitée, mais elle le pourrait, et elle le pourrait par contre dans 2 limites. Je rappelle, la première, c'est celle qu'il faut que le droit de l'OMC en question soit incorporé. Et la deuxième, c'est que, eh bien, on ne peut utiliser cette voie-là qu'avec des pays avec qui on a un accord de libre-échange. Ce qui exclut de facto 2 partenaires commerciaux très importants, les États-Unis
et la Chine. Maintenant, et pour conclure, on a finalement, et ça a commencé dans la présentation précédente à être évoqué, donc je ne vais pas aller très loin. Dans les accords de libre-échange bilatéraux, vous avez toute une architecture institutionnelle qui repose beaucoup sur la négociation. On essaie finalement d'engager un dialogue constant avec nos partenaires. Et ce système-là permet, pour justement les questions relevant de l'OMC, à la fois donc la possibilité d'utiliser ces forums bilatéraux pour prendre des positions communes au niveau de l'OMC. Donc là, vous avez un exemple très clair, l'accord de Samoa, qui a un article qui démontre clairement cette volonté-là. C'est très difficile de tracer exactement sur, d'un point de vue documentaire, d'un point de vue de recherche, une prise de position commune qui aurait été prise de façon informelle dans un accord bilatéral qui ensuite se retrouve au niveau multilatéral. Mais on a des petits faisceaux d'indices. J'ai mis par exemple l'exemple d'un agenda avec la République de l'Arménie au niveau du partenariat commercial, où on voit que à l'agenda, on a un point relatif à la coopération au niveau de l'OMC. Plus généralement et de façon plus approfondie, au niveau du Canada et de l'Union européenne, dans le cadre des comités mixtes de la SCG, ça fonctionne très très bien. Il y a une véritable volonté de trouver des positions communes au niveau de l'OMC. Je peux également citer le fait que ces comités mixtes permettent également d'aborder des questions qui relèvent du droit de l'OMC, donc strictement du droit de l'OMC, dans le cadre des différents bilatéraux pour contourner un peu le brouhaha multilatéral. L'Union européenne, quand elle a notamment eu des problèmes avec l'Argentine, a essayé de régler de façon bilatérale un problème qui relevait du droit de l'OMC, mais via un système bilatéral. L'Union européenne a exprimé officiellement et dans un document qui est consultable sa reconnaissance aux pays ACP pour leur contribution dans le cadre de la négociation de l'accord sur la facilitation des échanges. Donc, bien que d'un point de vue de la recherche, ce soit difficile de vraiment tracer, on a un faisceau d'indices qui laisse penser que ça a l'air au moins de fonctionner partiellement. Donc, en conclusion, oui, les accords commerciaux de l'Union européenne permettent une fonction palliative, mais elles ne relèvent pas nécessairement d'une volonté altruiste de respecter le système multilatéral. La source de cette fonction palliative, c'est surtout assurer qu'on ait un système commercial prévisible, qu'on utilise un droit qu'on connaît. Vraiment, c'est la force multilatérale du droit de l'OMC, c'est vraiment une démonstration de ce que peut être un droit multilatéral. Mais par contre, l'Union européenne essaye de construire là-dessus quand même une couche un peu plus volontariste. Elle essaye de mieux gérer les relations d'interprétation avec le droit de l'OMC et elle essaye d'utiliser les mécanismes dans ses accords de libre-échange, au moins des mécanismes de dialogue pour soutenir l'OMC. Donc, il n'y a pas de volonté de se mettre en marge du droit de l'OMC. Donc, finalement, l'Union européenne reste engagée en faveur du multilatéralisme, mais comme le dit là encore la Commission européenne, elle est prête seulement à payer un prix raisonnable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. On va passer directement à la séance, à l'intervention de Pénélope Hardy, donc, qui vient de l'Université de Strasbourg. Voilà, l'intitulé de votre communication s'affiche donc sur l'écran. L'Union européenne et le droit international de la sécurité sociale. 2 étrangers. Vous avez la parole. Je vous remercie. Et à mon tour, je vais réitérer les remerciements qui ont été faits déjà à maintes reprises aux organisateurs de ce colloque qui ont fait un travail remarquable et à Madame la professeure Rapoport de m'avoir permis de venir vous présenter ce sujet qui est tiré d'un chapitre de ma thèse. À mon tour aussi de faire un petit disclaimer sur le point de vue avec lequel j'arrive. Donc moi, j'ai fait une thèse en droit social. Je ne suis pas publiciste. Il paraît que je suis davantage rattachée au droit privé et je ne suis pas officiellement internationaliste non plus. Donc, c'est véritablement avec la casquette d'un regard en droit social européen que je vais venir m'intéresser
à cette relation entre le droit de l'Union européenne et la question du multilatéralisme, avec un focus très spécifique sur un domaine assez peu connu qui est le droit international de la sécurité sociale. Pour faire dans l'originalité, je vais à mon tour ouvrir ma présentation, mais très brièvement, je vous rassure, sur la question de la compétence de l'Union européenne. La sécurité sociale est visée par différents champs du droit de l'Union européenne et selon les principes d'attribution des compétences, à l'analyse du traité, on va distinguer deux catégories de compétences qui peuvent être qualifiées de compétences propres et de compétences dérivées. Compétences propres puisqu'elles sont fondées sur les dispositions sociales du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les compétences qualifiées de dérivées puisqu'elles sont issues des compétences en matière de libre circulation. Et ici, c'est principalement l'article 48 que je vise. Les compétences propres, pour synthétiser le propos, aboutissent principalement à des recommandations et donc à des instruments issus du soft law européen. Et les compétences dérivées vont permettre l'adoption des règlements de coordination, et je vise les règlements pour inclure le règlement de base et son règlement d'application, mais aussi l'ensemble du historique de ces règlements de coordination et les différents règlements successifs. Dernière petite information en termes de compétences et d'instruments adoptés en la matière par l'Union européenne. On va aussi observer que le soft law européen s'exerce principalement à travers le semestre européen, sans grande surprise. Ce qui peut peut-être être plus surprenant d'un point de vue extérieur, c'est qu'on va retrouver des éléments de sécurité sociale dans ce semestre européen. Le droit de la sécurité sociale de l'Union européenne n'est pas isolé et va venir s'intégrer dans... Non, c'est pas grave, le partage d'écran ne fonctionne pas. Comment ça se fait? Ça fait un écran bas. Donc, ce que je vous disais, c'est que ce droit de la sécurité sociale, qui a un caractère sui generis, n'est pas isolé et va entrer en relation, en tout cas se situe entre ce droit national, dont les États membres ont la compétence quasiment exclusive sur l'organisation de leur propre régime de sécurité sociale, et le droit international de la sécurité sociale. Le droit international de la sécurité sociale, c'est largement et majoritairement au sein de l'Organisation internationale du travail qu'on le trouve, et ça va conduire à ce qu'on appelle les normes minimales internationales de sécurité sociale. Je fais juste un tout petit pas de côté pour mentionner qu'il existe aussi un droit au sein du Conseil de l'Europe, mais que j'aborderai pas ici, parce que son importance est extrêmement marginale et on va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Les normes sont distinguées au sein de l'OIT entre 3 générations. Ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont les normes de seconde et de 3e génération, puisque c'est là que se trouvent les conventions principales en la matière. La convention 102, qui est la convention qui contient les normes minimales de sécurité sociale. La convention 118 est une convention sur l'égalité de traitement en la matière. Et la convention 157, la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. La question alors qui nous occupe ici est de savoir quelle est la relation entre l'Union européenne et ses normes au sein de l'OIT. Est-ce que l'Union européenne y est étrangère? Puisque l'Union européenne n'est pas membre de l'Organisation internationale du travail et est limitée par son statut d'observateur, et puisqu'il n'existe pas de régime de sécurité sociale au sein de l'Union européenne, la réponse se voudrait de dire oui, l'Union européenne y est étrangère. Les choses ne sont pas aussi simples, sinon ma présentation s'arrêterait là. Et dans un jeu d'échelle du droit de la sécurité sociale au sein de l'Union européenne, on va observer différents degrés d'influence de l'Union européenne et différents degrés de prise en compte de ce droit, allant d'une quasi-mise en œuvre jusqu'à une influence qu'on pourrait qualifier de marginale. Donc, on a 3 niveaux, et je me permettrai alors un plan en 3 parties, allant d'une intervention la plus forte à la plus faible. Sur la réception du droit international par l'Union européenne, c'est au niveau de la question de la coordination que les enjeux sont les plus forts, et 3 éléments permettent d'aller dans le sens d'une véritable prise en compte de ces normes. Je ne peux pas parler de mise en œuvre, puisqu'il n'y a pas d'obligation de l'Union européenne de mettre en œuvre ces conventions de l'Union européenne, n'en étant pas signataire ni rien, mais par contre,
les éléments que je vais développer vont démontrer qu'il existe un véritable lien et qui permet de conclure à une prise en compte de ces normes. Premièrement, ce sont les relations interinstitutionnelles entre l'Union européenne et l'Organisation internationale du travail, en passant notamment par le Bureau international du travail, qui a participé activement à l'élaboration des premiers instruments de coordination au sein de l'Union européenne, et ça apparaît expressément dans les premiers considérants, les premiers règlements en la matière. À cela s'ajoute la mention de certains instruments de l'Organisation internationale du travail et notamment de cette fameuse convention numéro 102 dans l'étude d'impact qui a été rendue dans le cadre de la proposition de révision du règlement actuel. Et enfin, un partenariat qui existe entre l'Union européenne et l'Organisation internationale du travail dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui contiennent eux aussi des normes minimales internationales de sécurité sociale. Tout ça va consolider les relations interinstitutionnelles. À ces relations s'ajoute une proximité normative, si je peux dire, dans l'analyse même des instruments. On voit une proximité dans la notion de champ d'application. L'article 4 du règlement de coordination couvre l'ensemble des branches de la sécurité sociale au sein de l'OIT, reconnu comme tel par l'OIT, et donc l'ensemble des parties. Donc, la convention numéro 102 est distinguée en 9 parties qui correspondent aux 9 branches de la sécurité sociale, et le champ d'application matériel du règlement de l'Union européenne couvre toutes ces branches. Deuxième point, c'est la notion de résidence qui va être définie dans les mêmes termes au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'Organisation internationale du travail. On va observer aussi une proximité dans l'objectif du règlement avec la question de son ambition d'assurer un certain droit aux prestations de sécurité sociale qui vient se rapprocher des ambitions des normes au sein de l'OIT. Et enfin, la structure même du règlement qui évoque la structure de la convention numéro 102. Enfin, et l'expression ne m'appartient pas, mais les règlements européens de coordination ont été qualifiés de modèle mondial en référence à l'application et à l'exécution des obligations de la Convention 157, qui est la convention relative à la conservation des droits en matière de protection sociale. Cette expression, je l'ai empruntée au professeur Servet. Mais ça nous évoque de manière assez évocatrice, pour reprendre 2 fois le même terme, ce qui n'est pas très esthétique, mais cette vision de se dire que le règlement européen va véritablement prendre en compte les intentions de ces normes et va même aller plus loin que ce qui est prévu par ces normes minimales. Le point le plus illustrant de ce pas plus avancé au niveau de l'Union européenne, c'est sur la question de la détermination du régime applicable, où une seule disposition est prévue détaillant ces déterminations du droit applicable dans la Convention de l'OIT, alors que le règlement européen, lui, se présente comme un système complet, avec ses limites, mais je n'y attarderai pas ici. Ce qui permet de conclure que la Convention 157 est certainement la convention minimale qui fait l'objet d'une mise en œuvre la plus complète au sein de l'Union européenne et réciproquement qui permet de qualifier ce règlement européen de modèle qui pourrait inspirer les législateurs du monde quant à l'exécution des obligations de cette convention. On va descendre d'un échelon, pour reprendre mon image de ce jeu d'échelle, et s'intéresser à l'écho de ce droit international dans le droit de l'Union européenne. Et c'est au niveau des objectifs et des principes généraux des normes minimales internationales de sécurité sociale qu'on va l'observer. Ces principes vont s'observer à la fois dans le règlement de coordination, mais aussi au sein du soft law. Au niveau du règlement de coordination, c'est à travers les 6 principes de coordination qu'on va trouver écho à ces principes généraux évoqués au sein des normes minimales. Assez naturellement, les principes d'exportation, de totalisation et d'assimilation des faits sont largement similaires dans les 2 instruments. Brièvement, pour expliquer de quoi il s'agit, l'exportation, c'est le principe qui permet d'utiliser ses droits d'un État dans un autre État.
La totalisation va permettre de prendre en compte les périodes de contribution dans d'autres États pour ouvrir ses droits dans un État. L'assimilation est un principe assez proche de la totalisation qui permet de tenir compte d'éléments, de faits ou d'événements qui sont survenus dans le champ d'un autre droit ou sur le territoire d'un autre État pour à nouveau l'ouverture d'un droit. Ces trois principes-là sont largement développés dans la Convention 157 et apparaissent de manière assez similaire, pour ne pas dire identique, dans le règlement de l'Union européenne. Le principe d'unicité de la loi applicable aboutit au système de détermination de la loi et du régime de sécurité sociale dont je viens de parler, donc sur lequel je ne reviendrai pas, mais je serai ravie de répondre s'il y a des questions sur cette technicité particulière. Sur le principe d'égalité de traitement, là, à l'inverse, l'Union européenne va être un cran en dessous de ces normes minimales, et c'est assez logique à partir du moment où une convention entière est consacrée à cette égalité de traitement, là où une seule disposition le prévoit dans le règlement, on saurait dire que le règlement va au-delà des normes minimales. Enfin, la coopération administrative qui est imposée par le règlement de coordination fait écho à certains principes de bonne administration qui sont placés au cœur de la Convention 157 et sa partie 5 pour être plus précise, et à la responsabilité générale pour une bonne administration qui est inscrite elle aussi à la Convention numéro 102. Donc on va trouver des liens entre les différentes conventions qui visent ces normes minimales, qui contiennent ces normes minimales, et le droit de l'Union européenne, qui, une fois de plus, permet de conclure à une prise en compte, ou ici, peut-être un simple écho, une prise en compte qui est moins aboutie, mais qui est tout de même présente. Au niveau du soft law, ce sont également des émanations du principe de bonne administration qu'on va retrouver, tout d'abord dans le semestre européen, avec l'objectif de la convergence sociale ascendante ou encore les difficultés d'accessibilité, d'efficacité et de résilience des systèmes de santé. Il faut toutefois souligner, et à l'instar de nombreux auteurs, que le semestre européen est un mécanisme éminemment économique et qu'il n'est donc pas possible de conclure à une véritable prise en compte des normes minimales internationales de sécurité sociale par ce semestre européen. Le deuxième volet du soft law où on trouve des traits de ce principe de bonne administration, c'est le plan d'action sur le socle européen des droits sociaux qui est adopté en marge du semestre européen. À cette occasion, la Commission relaie la responsabilité générale des États concernant le service de prestation qui est visé par la Convention numéro 102, en encourageant la réflexion sur le financement des systèmes de sécurité sociale pour garantir un accès équitable et durable à la protection sociale du point de vue des catégories de personnes concernées et des risques pris en compte. On a donc des traces, des enjeux et des ambitions de la bonne administration au sein des normes internationales qui vont se retrouver dans le droit de l'Union européenne. Je vais rapidement conclure alors sur le dernier point qui, ici, a un niveau de moins encore de prise en compte, où là, on a une simple influence du droit de l'Union européenne, cette fois-ci sur la réception nationale du droit international. D'une part, l'Union européenne va encourager ou décourager la ratification de ces conventions au travers d'une typologie qui a été établie par la Commission, qui encourage ou dissuade précisément les États à ratifier certaines conventions selon leur articulation avec le droit de l'Union européenne. Et le second point, qui peut-être est le plus intéressant mais le plus incertain, c'est le pouvoir du soft law à inciter les modifications substantielles. Il est désormais bien établi que l'Union européenne exerce une influence sur les politiques nationales au travers du soft law. Et en matière de sécurité sociale, ça s'est particulièrement illustré par certaines réformes. Et on peut prendre l'exemple largement connu en France de la réforme des retraites qui a été influencée, incitée par les instruments du semestre européen et de sa prédécessrice, de son ancêtre, la méthode ouverte de coordination. La question ici est de savoir si ça permettrait une diffusion des normes minimales internationales de sécurité sociale par ce biais. Il faudrait pour cela une véritable volonté politique d'accroître la dimension sociale du semestre européen. Or, le cadre du semestre européen demeure largement économique, bien qu'une véritable place à la sécurité sociale soit faite et grandisse au fur et à mesure des années. Il résulte donc que cette diffusion soit encore aujourd'hui confinée dans l'hypothèse d'études, et donc c'est un regard prospectif ici que je vous propose, et plutôt juste l'idée d'évoquer cette possibilité. C'est donc le potentiel des instruments que j'évoque, aux côtés de la réelle prise en compte des normes minimales qui a été observée au sein du système de coordination. Et alors, en 30 secondes, pour répondre à la question qui nous occupe
depuis hier sur le rôle et le service. Est-ce que l'Union européenne est au service du multilatéralisme? La question qui se posait, c'était est-ce qu'elle est étrangère? Elle n'est pas étrangère. L'Union européenne a bien un rôle à jouer. Grâce à l'européanisation de la sécurité sociale, l'Union européenne va acquérir une véritable position d'acteur de la sécurité sociale sur la scène internationale et elle va pouvoir intervenir directement par la prise en compte et presque la mise en œuvre de ces normes au sein de la coordination et indirectement au travers et sur la mise en œuvre de ces normes au sein des États membres à travers le rôle de cette fameuse typologie, les principes généraux et le pouvoir du soft law. Je vous remercie.